Un simple mot sauva la vie d'un millionnaire. Elle avait signalé le danger, mais personne ne l'avait cru. Son associé complotait de le trahir, et le coup était déjà monté. Seulement, le destin unit ceux qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous n'aurez jamais écoutée. Au penthouse de l'immeuble Montaigne, cœur battant de la capitale française, le rooftop Vendôme était l'un de ces lieux où Paris montrait son visage le plus élégant. Avec une vue privilégiée sur l'horizon infini de gratte-ciel s'étendant à perte de vue, l'endroit était devenu le point de rencontre de l'élite des affaires de la plus grande métropole française. Cette nuit étouffante de février, alors que même la brise du 20e étage n'atténuait pas la chaleur typique de l'été parisien, Gustave Beaumont, 45 ans, PDG d'entreprise Horizon et l'un des entrepreneurs les plus influents du secteur immobilier français, ajustait discrètement le nœud de sa cravate tout en observant la table réservée dans le coin le plus exclusif de la terrasse. Dans ses yeux brun foncé, la fermeté caractéristique de celui qui avait bâti un empire en partant de zéro se mêlait à une inquiétude inhabituelle. Ce n'était pas une réunion ordinaire. Il s'agissait de la finalisation d'un accord qui promettait de changer définitivement la destinée de l'entreprise de construction. La fusion avec Investissement Saint-Germain, une société dirigée par son ancien professeur à HEC Paris et mentor ultérieur, Antoine Cédric Pachet. Ponctuel comme toujours, Gustave, dit Antoine, de son ton paternel caractéristique, se levant pour une chaleureuse accolade. Grand, avec des cheveux gris parfaitement coiffés et un costume italien impeccable, Antoine Cédric exhalait une élégance presque aristocratique. À 62 ans, il était un monument vivant du succès entrepreneurial français. Voici Marc Aurèle, représentant du fonds suisse dont nous avons parlé. Et voici Dr Paul Renaud, notre avocat pour cette transaction. Gustave salua les hommes avec une cordialité maîtrisée. L'exécutif suisse, avec son accent prononcé en parlant français, ne cachait pas son enthousiasme pour l'affaire sur le point d'être conclue. L'avocat, quant à lui, gardait l'expression neutre de celui qui avait déjà été témoin de centaines d'accords similaires. « Du champagne pour célébrer », suggéra Antoine, avant même que Gustave ne puisse s'installer complètement. « Peut-être qu'un whisky serait plus approprié pour moi, » répondit Gustave, sentant sa gorge sèche. « Nous sommes en train de conclure une affaire historique, pas une fête d'anniversaire. » Le commentaire provoqua des rires à table. Depuis toujours, Gustave était connu pour son objectivité presque chirurgicale. Fils de professeur d'université de la banlieue parisienne, il avait bâti sa fortune avec une détermination de fer, des valeurs solides et une capacité inhabituelle à anticiper les tendances du marché. Contrairement à la plupart des personnes présentes, il n'avait pas de nom, de famille traditionnelle, ni de cuillère en argent. Seulement du talent et un travail acharné. Une jeune serveuse s'approcha pour prendre les commandes. Il y avait quelque chose de discret mais d'intense dans sa présence. Des cheveux bruns attachés en un simple chignon. Des yeux attentifs qui semblaient ça capter plus que de simples commandes de boissons. « Un Macallan 18 ans, sans glace ?» demanda Gustave. « Excellent choix, monsieur », répondit la serveuse d'une voix maîtrisée. « Je m'appelle Caroline, je m'occuperai de votre table ce soir. » Alors que la conversation à table oscillait entre projections économiques, attentes du marché et détails techniques de la fusion, Gustave ne parvenait pas à se débarrasser d'une sensation inconfortable. Il connaissait Antoine Cédric depuis presque 20 ans, depuis que l'entrepreneur vétéran avait été son professeur à la faculté d'administration. Ensuite, il était devenu son mentor, lui ouvrant des portes, lui enseignant les rouages du marché immobilier, le présentant à des contacts clés. L'influence d'Antoine Cédric sur la trajectoire de Gustave était indéniable. Cependant, ces derniers mois, de petits détails dans les affaires d'Investissement Saint-Germain avaient commencé à inquiéter Gustave. Des rapports financiers qui tardaient plus que la normale à être publiés. Des projets annoncés en grande pompe, mais qui avançaient lentement. Des employés clés
qui quittait subitement l'entreprise sans explication convaincante? Et alors, mon cher Gustave, je crois que nous sommes prêts à officialiser notre partenariat, déclara Antoine Cédric, interrompant les pensées du jeune entrepreneur. L'avocat ouvrait déjà son dossier pour en retirer les contrats. Après aujourd'hui, nos entreprises n'en feront qu'une, et je suis sûr que nous conquérons le marché latino-américain comme nous l'avons prévu. Caroline revint avec les boissons sur un plateau argenté. Elle posa le whisky devant Gustave d'un mouvement précis. Quand il prit le verre, il sentit quelque chose glisser sous ses doigts. Un petit morceau de papier, plié plusieurs fois, avait été discrètement laissé sous le verre. Gustave feignit une quinte de toux, profitant de l'occasion pour glisser le papier dans la poche de sa veste de costume sans que personne ne le remarque. Il y avait quelque chose dans le regard de Caroline, une alerte silencieuse, une urgence contenue, qui le mit instantanément en alerte. « Avant de signer, je dois aller aux toilettes, » dit Gustave en se levant. « Le champagne et les solennités affectent toujours ma vessie. » Plus de rire poli. Dans les toilettes luxueuses du rooftop Vendôme, Gustave s'enferma dans une cabine et déplia le papier avec des doigts légèrement tremblants. « Ne signez pas l'accord. Votre mentor vous tend un piège. Retrouvez-moi dans 10 minutes dans le couloir de service près de la cuisine. Venez seul, votre vie professionnelle en dépend. » L'écriture était hâtive, mais ferme. Gustave sentit un frisson lui parcourir l'échine. Sa première réaction fut le scepticisme. Cela pouvait être une mauvaise blague, ou peut-être une tentative de sabotage de la part d'un concurrent. Mais quelque chose dans l'expression de cette serveuse, dans la solennité excessive d'Antoine Cédric ce soir-là, et dans les petits signes d'alerte qu'il avait ignorés ces derniers mois, le força à prendre l'avertissement au sérieux. De retour à table, Gustave remarqua des mouvements subtils dans l'ambiance. Un homme au bar, qui ne buvait pas, se contentant d'observer. 2 agents de sécurité qui ne portaient pas d'uniforme mais avaient la posture immistakable de ceux qui sont en service. Caroline elle-même, servant maintenant des tables proches, mais gardant clairement leur table sous surveillance. « Passons donc au contrat, » insista Antoine Cédric, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Gustave prit une profonde inspiration. 20 ans de carrière lui avaient appris à faire confiance à son instinct. « Antoine, avec tout le respect que je vous dois, je pense que nous devons reporter cette signature, dit-il, gardant sa voix calme. Je viens de recevoir un message concernant des incohérences dans les rapports d'audit qui doivent être clarifiés. Rien de grave, mais je préfère être absolument certain avant d'avancer. » Le sourire d'Antoine Cédric se figea. Pendant un instant, si bref que tout observateur moins attentif l'aurait manqué, ses yeux révélèrent quelque chose proche de la fureur. Mais le contrôle revint. Rapidement. « Incohérence? Quel genre d'incohérence? Notre audit a été impeccable, » rétorqua-t-il, d'un ton faussement décontracté. « Des détails techniques sur l'évaluation de certains terrains à Neuilly-sur-Seine, » improvisa Gustave. « Probablement rien de significatif, mais vous savez à quel point je suis méticuleux. Je préfère reporter de quelques jours et être sûr à 100%. » L'exécutif suisse parut sincèrement confus. L'avocat, cependant, échangea un regard presque imperceptible avec Antoine Cédric. « C'est très inopportun, Gustave, » protesta Antoine Cédric, maintenant avec une froideur mal dissimulée. « Nos partenaires suisses ont un emploi du temps serré et renégocier des dates les corps pourrait donner une impression d'insécurité. »« J'assume l'entière responsabilité, » affirma Gustave, se levant déjà. « Je m'excuse pour le dérangement, mais je préfère un petit désagrément maintenant à un gros problème plus tard. Nous pourrons reporter à la semaine prochaine si tout est en ordre. » Il prit congé rapidement, ignorant l'expression de mécontentement sur le visage de son mentor. En passant près du bar, il remarqua que l'homme qui se contentait d'observer parlait maintenant discrètement au téléphone portable, regardant dans sa direction. Se dirigeant vers le couloir de service selon les instructions du mot, Gustave sentit son cœur s'accélérer. Qu'est-ce qui pouvait être si grave pour justifier cette rencontre clandestine? Que savait Caroline qu'il devait découvrir? La zone de service était mal éclairée et sentait les produits de nettoyage.
Caroline apparut silencieusement, d'une porte latérale, maintenant sans l'uniforme du restaurant, vêtue d'un jean et d'un simple t-shirt. De près, Gustave remarqua qu'elle était plus âgée qu'elle n'y paraissait, peut-être au début de la trentaine, et il y avait une intensité dans ses yeux qui révélait intelligence et détermination. « Vous avez pris la bonne décision, dit-elle, d'une voix basse et urgente. « Nous avons peu de temps. Mon vrai nom est Caroline Ménard. J'étais comptable chez Investissement Saint-Germain jusqu'à il y a 8 mois, et j'ai découvert des choses qui m'ont forcé à disparaître. » Gustave la regarda, toujours méfiant. « Pourquoi devrais-je vous croire? Comment savoir que vous ne travaillez pas pour un concurrent cherchant à saboter cet accord? » « Parce que j'ai des preuves, » répondit-elle, sortant une clé USB de sa poche. « Le contrat que vous alliez signer aujourd'hui contient des clauses cachées et des sociétés écrans impliquées. Antoine Cédric est criblé de dettes et d'opérations financières douteuses. La fusion n'est pas destinée à unir les forces, mais à vous transférer les responsabilités. Si quelque chose tourne mal, et ça va arriver, vous seriez le seul à répondre juridiquement? » « C'est une accusation très grave, » rétorqua Gustave, toujours réticent à croire que son mentor de tant d'années pourrait le trahir de cette manière. « Regardez les documents vous-même, insista Caroline. En attendant, vous devez savoir que nous ne sommes pas en sécurité ici. La sécurité privée du restaurant a été renforcée aujourd'hui spécialement pour s'assurer que vous signiez ces papiers. Antoine a des personnes influentes qui soutiennent ce stratagème, y compris cet investisseur suisse qui n'est en réalité qu'un intermédiaire. » Des pas dans le couloir interrompirent la conversation. Caroline tira Gustave dans un entrepôt de fournitures. « Je dois retourner pour ne pas éveiller les soupçons, » murmura-t-elle. « Retrouvez-moi demain à 7 heures au Café des Halles, dans le quartier des Halles. Venez seul et ne parlez à personne de notre conversation. Ne faites confiance à personne de votre équipe tant que nous ne saurons pas qui est impliqué. » Avant que Gustave ne puisse poser d'autres questions, elle disparut dans le couloir, le laissant seul avec la clé USB et un sentiment croissant que sa vie professionnelle, construite au fil des décennies avec intégrité et travail acharné, était sur le point d'être bouleversée. La matinée naquit grise sur Paris, avec cette bruine fine si caractéristique de la ville. Dans son appartement à Passy, Gustave n'avait pas réussi à dormir. Il avait passé toute la nuit à analyser les documents de la clé USB de Caroline, sentant son estomac se nouer à chaque nouvelle découverte. Les fichiers révélaient un stratagème complexe. La fusion des entreprises ne serait que la première étape d'un plan élaboré. Entreprise Horizon absorberait progressivement toutes les dettes d'investissement, Saint-Germain par le biais de clauses contractuelles ambiguës, tandis qu'Antoine Cédric transférerait secrètement ses actifs les plus précieux vers des sociétés offshore au Luxembourg. Il y avait aussi des preuves de manipulation comptable systématique et un réseau de sociétés fantômes enregistrées au nom de prête-noms. Plus troublant encore, des documents montraient qu'un compte bancaire avait été ouvert aux îles Caïmans en utilisant les données de Gustave, à son insu et sans son consentement. Si le stratagème était exposé, tous les indices le désigneraient là comme le cerveau. À 6h30, Gustave prit sa Volvo la plus discrète, laissant son chauffeur privé en congé. Suivant le conseil de Caroline, il n'informa pas son agenda à sa secrétaire et n'activa pas la géolocalisation sur son téléphone portable. Le Café des Halles, dans le quartier des Halles, était un établissement traditionnel fréquenté principalement par des descendants de Japonais et des étudiants universitaires, un lieu improbable pour trouver un entrepreneur de son calibre. Caroline l'attendait déjà dans un coin éloigné, sirotant un café. Vêtue d'une discrétion étudiée, jean, blouse simple et un manteau léger. Elle aurait pu passer pour une professeure d'université ou une professionnelle libérale quelconque. Seuls ses yeux attentifs, qui scannaient constamment l'environnement, révélaient sa tension intérieure. « J'ai vu que vous avez analysé les documents, » dit-elle, dès que Gustave s'assit. Ce n'était pas une question, mais une constatation. « Comment le savez-vous » demanda-t-il surpris.
La clé USB a un programme qui me notifie lorsque les fichiers sont ouverts, expliqua Caroline. Une précaution nécessaire de nos jours. Gustave commanda un café fort avant de poursuivre la conversation. La serveuse japonaise nota la commande et s'éloigna discrètement. « Je veux tout savoir, exigea-t-il, gardant sa voix basse. Qui êtes-vous réellement et comment vous êtes-vous impliqué là-dedans » Caroline prit une profonde inspiration avant de répondre. « Comme je l'ai dit, je m'appelle Caroline Ménard. J'ai obtenu mon diplôme de comptabilité à la Sorbonne Université avec un master en finance. J'ai travaillé chez Ernst & Young pendant 5 ans avant d'être embauchée comme coordinatrice financière chez Investissement Saint-Germain il y a 3 ans. J'ai été rapidement promue responsable du contrôle de gestion. » Elle fit une pause lorsque la serveuse apporta le café de Gustave. « Tout allait bien jusqu'à ce que je commence à remarquer des irrégularités dans les états financiers. Au début, c'était de petites divergences, mais j'ai vite remarqué un schéma systématique de manipulation comptable. Lorsque j'ai questionné subtilement, j'ai été promu à un poste qui semblait meilleur, mais qui m'éloignait de l'accès à certains documents. « Pourquoi n'avez-vous pas dénoncé officiellement ?» demanda Gustave. « Parce que j'ai découvert que ce n'était pas seulement une question de créativité comptable, répondit-elle, avec amertume dans la voix. Il y avait un réseau d'influence qui incluait des personnes puissantes. Mon cousin Rodrigue Ménard travaillait au service juridique et a commencé à enquêter de son propre chef lorsque je lui ai fait part de mes soupçons. Ses yeux se remplirent de larmes contenues. Rodrigue a disparu il y a 8 mois, après avoir dit qu'il avait découvert quelque chose d'important. Son appartement a été fouillé, son ordinateur volé. La police a traité cela comme un cas ordinaire de vol suivi de fuite, mais je n'ai jamais cru cela. Il était comme un frère pour moi. » Gustave sentit un frisson. La disparition d'un employé lié au service juridique peu après des enquêtes internes était plus qu'une coïncidence. « J'ai alors décidé d'agir de mon propre chef, » continua Caroline, retrouvant son calme. « J'ai démissionné en invoquant des raisons personnelles, mais en réalité j'ai commencé une enquête parallèle. J'ai trouvé un emploi de serveuse au Rooftop Vendôme, qui est fréquenté par l'élite des affaires, pour recueillir des informations et surveiller les mouvements d'Antoine Cédric et de ses associés. Comment une comptable diplômée de la Sorbonne Université accepte de travailler comme serveuse ? Demanda Gustave, toujours sceptique. Quand vous perdez quelqu'un que vous aimez à cause d'un système corrompu, vos priorités changent, répondit-elle avec fermeté. De plus, des personnes comme Antoine Cédric et ses associés parlent librement devant les serveurs, comme si nous étions invisibles. C'est surprenant, ce que l'on peut apprendre en servant des verres à des dirigeants qui se croient intouchables. Gustave hocha la tête, comprenant la logique. Il avait lui-même été témoin à de nombreuses reprises de la manière dont les dirigeants discutaient de sujets confidentiels devant le personnel de service, comme si ceux-ci ne pouvaient pas comprendre ou n'avaient aucune importance. Au cours des derniers mois, j'ai recueilli des preuves, enregistré des conversations, photographié des documents laissés négligemment sur les tables, expliqua Caroline. Quand j'ai appris la fusion avec votre entreprise de construction, j'ai réalisé que vous seriez la prochaine cible. Je connaissais votre réputation d'entrepreneur intègre et j'ai vu une opportunité d'exposer tout le stratagème. « Pourquoi moi ?» demanda Gustave. « Pourquoi Antoine choisirait-il justement un ancien élève, quelqu'un qu'il a lui-même aidé à se former ? Parce que vous avez exactement ce dont il a besoin. Une entreprise solide, avec un bilan impeccable et une réputation irréprochable, parfaite pour absorber les dettes et servir de bouclier. De plus, vous avez une histoire ensemble. Il savait que vous lui feriez plus confiance qu'à tout autre partenaire potentiel. » L'explication avait du sens et cela perturbait profondément Gustave. La trahison de quelqu'un qu'il avait considéré comme un mentor et presque un père dans sa vie professionnelle était un coup non seulement pour les affaires, mais pour sa propre capacité de jugement. « Il y a autre chose que vous devez savoir, » dit Caroline, se penchant en avant. « Cela va bien au-delà d'une simple fraude commerciale. Il y a un stratagème plus vaste, impliquant des détournements de fonds publics par le biais d'appels d'offres frauduleux
pour des travaux d'infrastructure. Cet investisseur suisse, Marc-Aurèle Fontana, n'est pas suisse du tout, il est français, né à Lille, et agit comme intermédiaire pour un groupe d'investisseurs internationaux intéressés par le blanchiment d'argent à travers le marché immobilier français. Gustave sentit le poids des révélations comme un coup de poing à l'estomac. Il était difficile de croire qu'Antoine Cédric, professeur respecté, entrepreneur primé et figure constante dans les forums économiques défendant l'éthique des affaires, puisse diriger un stratagème aussi élaboré. « J'ai besoin de temps pour digérer tout cela, dit-il, passant la main dans ses cheveux dans un geste de frustration. Et j'ai besoin de preuves plus concrètes avant de décider comment agir. Le temps est ce qui nous manque, avertit Caroline. Maintenant que vous avez reporté la signature, Antoine Cédric va accélérer le plan ou le changer. Il n'abandonnera pas facilement et il a les ressources pour inverser la situation. Que suggérez-vous alors ? Nous devons agir sur 2 fronts, expliqua-t-elle. Premièrement, vous protéger, vous et votre entreprise. Vérifiez qui a un accès illimité au système d'entreprise Horizon et limitez cet accès aux personnes de confiance absolue uniquement. Changez tous les mots de passe. Engagez un audit externe indépendant pour évaluer toute vulnérabilité. Deuxièmement, nous devons recueillir plus de preuves et cartographier tout le réseau impliqué. Gustave hocha la tête, élaborant déjà mentalement les prochaines étapes. Caroline avait raison. La situation exigeait une action immédiate. J'ai un ami de fac qui est aujourd'hui commissaire de la police judiciaire, commenta Gustave. Peut-être devrions-nous le contacter ? Pas encore, avertit Caroline, avec fermeté. Nous ne savons pas jusqu'où va l'influence de ce groupe. Nous avons besoin d'un dossier solide avant d'impliquer les autorités. Pour l'instant, nous devons agir discrètement. Un couple entra dans le café, captant l'attention de Caroline un instant. Ses yeux se plissèrent, évaluant les nouveaux arrivants avant de se détendre à nouveau. « Sommes-nous suivis ?» demanda Gustave, tendu. « Probablement, » répondit-elle, avec un naturel surprenant. « Depuis que j'ai commencé à enquêter, j'ai remarqué des gens qui m'observaient. J'ai appris à gérer cela en changeant mes routines, en utilisant les transports en commun à des heures différentes, en alternant les lieux de rencontre. C'est pourquoi j'ai choisi ce café. Il est petit, a plusieurs sorties et se trouve dans un quartier animé. « Comment vivez-vous ainsi ?» demanda Gustave, sincèrement impressionné par la détermination de cette femme. Un sourire triste passa sur ses lèvres. « Quand vous perdez ce que j'ai perdu, vivre devient secondaire. Trouver la justice devient la priorité. » Gustave sentit une vague d'admiration pour le courage de Caroline. Dans son monde de réunions en salle de conseil et de déjeuner dans des restaurants étoilés, il rencontrait rarement des personnes avec une telle détermination morale. « Nous avons besoin d'un endroit sûr pour travailler, dit-il, après un moment de réflexion. J'ai un appartement dans le quartier latin que j'ai acheté comme investissement et que je n'ai jamais utilisé. Personne ne le connaît à part mon comptable personnel, qui est mon ami d'enfance. « Parfait !» approuva Caroline. « Nous pouvons y établir une base d'opération. Nous aurons besoin d'ordinateurs non traçables, d'une connexion Internet anonyme et de matériel de documentation. Je peux tout organiser dès aujourd'hui. En attendant, je veux que vous rencontriez Raphaël Mercier, mon chef de la sécurité. C'est un ancien militaire. Il a servi dans les forces spéciales et travaille avec moi depuis plus de 10 ans. Si j'ai quelqu'un en qui j'ai une confiance totale, c'est lui. » Caroline hésita. « Êtes-vous sûr ? Moins il y a de personnes au courant, plus nous serons en sécurité. Raphaël n'est pas seulement un employé, il fait presque partie de la famille. De plus, nous aurons besoin d'un soutien spécialisé en sécurité. Il peut garantir que nous ne serons pas suivis ou surveillés. » Réticente, Caroline accepta. « D'accord, mais je vais évaluer personnellement si nous pouvons lui faire confiance. » Gustave sourit pour la première fois depuis qu'il avait reçu le mot la veille au soir. « J'espère que oui, car il est à la table d'à côté, surveillant notre conversation depuis mon arrivée. » Caroline se tourna brusquement. À 3 tables de distance,
Un homme d'âge mûr, au physique athlétique et à la posture militaire, lisait tranquillement un journal en buvant un café. « Comment » commença-t-elle, surprise. « Message texte chiffré dès que je suis sorti du restaurant hier. C'est notre code pour les situations d'urgence. »« Il me suit discrètement depuis, » expliqua Gustave. « Si nous sommes observés, comme vous l'avez suggéré, Raphaël a déjà identifié et neutralise la menace, sans faire de bruit. » Caroline secoua la tête, impressionnée. « Il semblerait que j'ai sous-estimé vos ressources, monsieur Beaumont. Gustave, s'il vous plaît, et ne vous inquiétez pas, j'ai aussi sous-estimé les risques jusqu'à hier, répondit-il, terminant son café. Maintenant, allons, retrouvez Raphaël et commençons à travailler. Nous avons un long chemin à parcourir. » Alors qu'ils quittaient le café par des sorties séparées comme convenu, Gustave réfléchit à la façon dont sa vie avait complètement changé en moins de 24 heures. D'entrepreneur respecté sur le point de conclure la plus grande fusion de sa carrière à cible d'une conspiration élaborée, il se retrouvait maintenant allié à une ex-comptable travaillant comme serveuse, s'embarquant dans une enquête dangereuse contre son propre mentor. Le ciel de Paris restait gris, mais la bruine avait accordé une trêve. À l'horizon, les gratte-ciel du centre financier s'élevaient, imposants, symbolisant le pouvoir et la richesse qu'il avait tant convoité toute sa vie. Maintenant, cependant, Gustave commençait à remettre en question le prix réel de ce succès et les valeurs qui importaient vraiment. 3 jours s'étaient écoulés depuis la rencontre au Café des Halles. L'appartement du quartier latin, 2 chambres avec vue sur le jardin du Luxembourg, s'était transformé en un centre d'opérations improvisées. Des cartes, des documents et des photos couvraient les murs, connectés par des fils colorés qui établissaient des relations entre personnes, entreprises et transactions financières. 3 ordinateurs portables de dernière génération, achetés au comptant dans des magasins différents et sans lien avec Gustave ou Caroline, fonctionnaient continuellement, traitant des données et croisant des informations. Raphaël Mercier, le chef de la sécurité de Gustave, avait prouvé sa valeur immédiatement. Après une évaluation minutieuse de l'appartement, il avait installé des détecteurs de mouvement, des caméras discrètes dans le couloir extérieur et un système d'alerte qui signalait toute approche suspecte. Les fenêtres avaient reçu un film miroir empêchant la vue de l'intérieur et l'Internet fonctionnait via un système VPN qui masquait complètement l'emplacement réel. Caroline, initialement méfiante, avait fini par reconnaître la compétence et la loyauté de Raphaël. L'ancien militaire avait passé son examen avec brio, se révélant non seulement un professionnel exceptionnel en sécurité, mais aussi quelqu'un avec un fort sens de la justice. La question n'est pas de savoir si nous sommes suivis, mais qui exactement nous suit, expliqua Raphaël, ce mercredi matin, en désignant des photos qu'il avait prises discrètement ces derniers jours. J'ai identifié au moins 3 équipes de surveillance différentes. À la table à manger, transformée en poste de travail, Gustave et Caroline analysaient les images. Celui-ci, continua Raphaël, désignant un homme d'âge mûr à l'apparence ordinaire, presque invisible dans sa normalité, apparaît à plusieurs reprises près de votre domicile et de votre bureau, Gustave. Professionnel, probablement un ancien policier ou un agent de sécurité privée. Il travaille pour Antoine Cédric, c'est presque certain. « Et les autres » demanda Caroline, anxieuse. Ce couple, Raphaël désigna une autre photo, montrant un homme et une femme qui ressemblaient à des touristes ordinaires photographiant des sites touristiques de Paris, et plus sophistiqués, techniques de surveillance européenne, peut-être israélienne. Je n'ai pas réussi à identifier pour qui il travaille, mais je parierais sur Marc Aurèle ou ses contacts internationaux. Gustave fronça les sourcils, inquiet. Et le 3e groupe ? Raphaël hésita brièvement. C'est le plus intrigant, un seul homme, toujours seul, gardant une distance plus grande que les autres. Il ne semble pas être coordonné avec les autres équipes. En fait, parfois, j'ai l'impression qu'il observe les observateurs. Police judiciaire, suggéra Gustave. Possible, mais il n'a pas le style caractéristique. Il pourrait s'agir d'un journaliste d'investigation ou même d'un agent d'une agence de régulation, impossible de confirmer sans l'approcher directement, ce que je ne recommande pas pour le moment. Caroline se mordit la lèvre,
pensive. Cela signifie que le stratagème est encore plus vaste que nous l'imaginions. S'il y a tant d'intérêts différents qui surveillent vos mouvements, Gustave, nous touchons à quelque chose de vraiment grand. Gustave se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant le parc à travers le film miroir. La vie continuait normalement dehors, des gens courant, promenant des chiens, des enfants jouant, mais Thomas, complètement étrangère au drame qui se déroulait entre ces murs. « Qu'avons-nous découvert jusqu'à présent ?» demanda-t-il, se tournant pour faire face à ses deux alliés. Caroline organisa rapidement quelques dossiers sur la table. « Nous avons cartographié un réseau d'au moins 6 sociétés écrans directement liées à Investissement Saint-Germain, toutes avec des sièges à des adresses virtuelles et des directeurs qui sont des prête-noms, des personnes simples, souvent de la campagne, qui prêtent leur nom en échange de petites sommes mensuelles. J'ai réussi à accéder au registre bancaire de ces entreprises, compléta Raphaël. Il y a un schéma clair de virement circulaire, déplaçant de l'argent entre elles sans but commercial apparent, probablement pour en rendre le traçage plus difficile. Et le plus grave, continua Caroline, est que nous avons trouvé des preuves d'un compte ouvert à votre nom, Gustave, à la Banque Santander du Luxembourg. La signature a été falsifiée, mais elle semble suffisamment authentique pour tromper une vérification superficielle. Gustave sentit sa gorge sèche. Comment ont-ils réussi cela? Ma signature est vérifiée biométriquement pour toutes les transactions importantes. La technologie avance des deux côtés, expliqua Raphaël. Il existe des logiciels capables de reproduire des modèles de signature avec une précision effrayante, surtout s'ils ont accès à plusieurs échantillons originaux. Et vous avez signé des dizaines de documents pour Investissement Saint-Germain lors des négociations préliminaires de la fusion, n'est-ce pas? Oui, tous les accords de confidentialité, lettres d'intention, protocoles initiaux. Gustave passa la main sur son visage, fatigué. J'ai été complètement naïf. Ne vous en voulez pas, intervint Caroline d'une voix ferme. Antoine Cédric a construit sa carrière sur une façade d'intégrité. Il a trompé tout le monde, pas seulement vous. Un silence pesant s'abattit sur le trio. Les preuves accumulées ces derniers jours étaient troublantes, révélant une opération méticuleusement planifiée sur plusieurs années. Le stratagème allait bien au-delà d'une simple fraude corporative. Il y avait des connexions avec des politiciens influents, des directeurs de banques d'État et même avec une ONG primée internationalement qui servait apparemment de canal pour des transactions douteuses. « J'ai découvert quelque chose d'intéressant sur Marc Aurèle, » dit Raphaël, rompant le silence. Son vrai nom est Marc Aurèle Fontana, né à Lille, comme Caroline le soupçonnait, mais il y a plus. Il a travaillé pendant 5 ans au ministère des Finances, au département des Relations internationales. Il entretient des liens à Paris et, curieusement, il est actionnaire minoritaire d'une société de conseil qui conseille des fonds souverains du Moyen-Orient intéressés par des investissements en France. « Et l'ONG » demanda Gustave. « La Fondation Nouvelle Aurore, que Antoine mentionne toujours dans les interviews comme le grand projet social de l'entreprise. » Caroline ouvrit son ordinateur portable et montra une présentation détaillée. La Fondation existe légalement. Elle a un siège physique et quelques projets réels d'assistance aux communautés défavorisées de la banlieue parisienne. Mais les chiffres ne concordent pas. Le volume de ressources qui entre est disproportionné par rapport aux projets réalisés. Et il y a un détail crucial. Le directeur exécutif de la Fondation, Maurice Sampey, est le cousin, au second degré d'Antoine Cédric, une information qui n'apparaît jamais dans aucun document institutionnel. Cela expliquerait pourquoi Antoine a toujours insisté pour qu'Entreprise Horizon fasse des dons substantiels à la Fondation dans le cadre de l'accord de fusion, réfléchit Gustave. En fait, il canaliserait des ressources de mon entreprise vers sa propre poche. Le téléphone portable jetable de Caroline sonna, interrompant la conversation. Elle répondit avec prudence, gardant sa voix neutre. Après quelques instants de brève conversation, elle raccrocha avec une expression préoccupée. C'était ma source au Rooftop Vendôme. Antoine Cédric est là en ce moment, en réunion avec Marc Aurèle et 2 hommes qu'elle n'a jamais vus auparavant.
Il semble tendu. Il doit être en train de réorganiser le plan après notre imprévu, conclut Gustave. Nous devons accélérer notre enquête. Raphaël, qui avait vérifié les caméras de sécurité du couloir via sa tablette, fronça les sourcils. Nous avons un autre problème. L'homme que je crois suivre les suiveurs est dans l'immeuble. Il est entré il y a 10 minutes et semble faire un balayage systématique des étages. La tension dans la pièce augmenta instantanément. Pourrions-nous être découverts ? Demanda Caroline, alarmée. L'appartement est enregistré au nom d'une société de gestion, sans lien direct avec Gustave, répondit Raphaël. Mais si ce type est vraiment bon, il peut établir des connexions que nous n'avons pas anticipées. Combien de temps avons-nous pour partir ? Demanda Gustave, ramassant déjà les documents essentiels. Il est au 4e étage, montant lentement. Nous sommes au 10e. Je dirais que nous avons environ 15 minutes, en supposant qu'il maintienne le rythme actuel et vérifie chaque étage. Caroline rangeait déjà les ordinateurs portables dans des sacs à dos préparés pour les urgences, tandis que Raphaël désactivait rapidement les caméras extérieures pour ne laisser aucune trace. « Et les documents sur les murs ?» demanda Gustave, regardant la carte complexe qu'ils avaient assemblée. « Prenez des photos haute résolution avec votre téléphone portable, » ordonna Raphaël. « Ensuite, nous détruirons tout. Nous ne pouvons pas prendre le risque de laisser ce matériel derrière nous. » Dans les minutes qui suivirent, les trois travaillèrent avec une efficacité silencieuse. Gustave photographia méthodiquement chaque section de la carte au mur, tandis que Caroline compressait les fichiers numériques et les transférait sur des disques cryptés. Raphaël, de son côté, surveillait l'intrus via des capteurs discrètement installés dans l'escalier de secours. « Il est au 8e étage maintenant, » annonça Raphaël. « Nous devons accélérer. » Quand ils eurent fini de recueillir tout le matériel essentiel, Raphaël supervisa le nettoyage de l'appartement. Utilisant des gants, ils retirèrent les empreintes digitales des surfaces, recueillirent les cheveux et éliminèrent toute trace de leur présence. Les cartes et documents furent arrachés des murs, déchiquetés et placés dans des sacs en plastique qu'ils emporteraient. « Nous sortirons séparément, » ordonna Raphaël. Gustave, utilisez la sortie de service jusqu'au garage souterrain. Caroline et moi prendrons l'ascenseur social jusqu'au rez-de-chaussée, mais nous sortirons à 2 minutes d'intervalle. Nous nous retrouverons au point B dans 1 heure. Le point B était un petit café à Montmartre, préalablement établi comme lieu de rencontre alternatif en cas d'urgence. Gustave acquiesça, admirant une fois de plus la préparation méticuleuse de son chef de la sécurité. En prenant son sac à dos, il sentit son téléphone portable vibrer dans sa poche. Un message texte d'un numéro inconnu. Son sang se glaça en lisant le contenu. « Je sais ce que vous faites. Nous avons des intérêts en commun. Rendez-vous dans 2 heures, Jardin du Luxembourg, porte 10. Venez seul. » Il montra le message à Raphaël, qui fronça les sourcils. « Ça pourrait être un piège, » avertit l'agent de sécurité, « ou ça pourrait être notre mystérieux observateur offrant de l'aide. De toute façon, je n'irai pas seul, » décida Gustave. « Vous serez avec moi, même à distance. »« Absolument, » confirma Raphaël. « Mais maintenant, nous devons partir d'ici. » Le visiteur est déjà au 9e étage. Ils se séparèrent comme prévu. Gustave descendit rapidement par l'escalier de service jusqu'au parking souterrain où une Fiat Mobi louée, bien différente des voitures de luxe qu'il avait l'habitude de conduire, l'attendait. Caroline sortit par l'ascenseur social en premier, marchant tranquillement jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche. Raphaël suivit 2 minutes plus tard, prenant la direction opposée. Au volant de la voiture simple, roulant dans le trafic parisien congestionné, Gustave réfléchissait à la façon dont sa vie avait radicalement changé. 1 semaine auparavant, il était un entrepreneur respecté, PDG d'une des plus grandes entreprises de construction du pays, avec un avenir prometteur et prévisible. Maintenant, il conduisait une voiture de location, se cachait dans des appartements secrets et fuyait une surveillance hostile. Le plus surprenant, cependant, était qu'il ne ressentait aucun regret. L'adrénaline de l'enquête, le sentiment de se battre pour quelque chose de plus grand que des profits trimestriels,
la camaraderie forgée avec Caroline et Raphaël, tout cela lui procurait une étrange satisfaction qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Son téléphone portable vibra à nouveau. Un autre message du numéro inconnu. Changement de plan. La porte 10 est surveillée. Rendez-vous à 17h au musée du quai Branly, Jacques Chirac, section d'art contemporain. Amenez Caroline Ménard. C'est à propos de Rodrigue. La mention du cousin disparu de Caroline fit serrer le volant à Gustave. Comment cette personne mystérieuse savait-elle pour Rodrigue? Et comment avait-elle découvert le lien avec Caroline si rapidement? Arrivé au café de Montmartre, il trouva Raphaël déjà positionné stratégiquement à une table avec vue sur l'entrée. Caroline arriva quelques minutes plus tard, l'air fatigué mais alerte. « Nous avons un nouveau développement », annonça Gustave, montrant les messages. Le visage de Caroline pâlit en lisant la mention de son cousin. « Nous devons y aller », déclara-t-elle, avec une détermination féroce dans les yeux. « Qui que ce soit, il sait quelque chose sur Rodrigue. Ça pourrait être un piège pour... » « Vous attirez spécifiquement, » avertit Raphaël. « Nous ne savons pas qui a envoyé ça. »« Peu importe, » répondit Caroline. « S'il y a la moindre chance de découvrir ce qui est arrivé à Rodrigue, je dois prendre le risque. » Gustave acquiesça, comprenant parfaitement le sentiment. Il ferait aussi n'importe quoi pour ceux qu'il aimait. « Nous irons ensemble, décida-t-il, mais avec des précautions extrêmes. Raphaël, j'ai besoin que vous montiez une opération de sécurité au musée avant notre arrivée. » L'ancien militaire tapait déjà sur sa tablette. « J'enverrai 2 hommes de ma confiance pour cartographier les lieux. Nous aurons une couverture visuelle complète et des itinéraires d'évasion établis. Personne ne vous touchera sans que je le sache. » Pendant que Raphaël organisait la sécurité pour le rendez-vous mystérieux, Gustave et Caroline révisèrent le matériel sauvegardé des ordinateurs. « Il y a quelque chose que nous ne voyons pas, » murmura Caroline, analysant les feuilles de calcul financières. « Une pièce centrale qui relie tous ces éléments différents. »« Peut-être que notre contact mystérieux a cette pièce, » suggéra Gustave. « Ou peut-être est-ce un piège pour nous éliminer une fois pour toutes, » rétorqua-t-elle avec pragmatisme. « Quoi qu'il en soit, nous serons préparés, » assura Gustave. Les heures suivantes furent consacrées à des préparatifs méticuleux pour la rencontre au musée du quai Branly, Jacques Chirac, dans le jardin du Luxembourg. Ce qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir, cependant, c'est que cette rencontre changerait complètement le cours de l'enquête, révélant une dimension de la conspiration qui dépassait leurs attentes les plus pessimistes et les plaçant devant un dilemme moral qui mettrait à l'épreuve les limites de leurs convictions. Le musée du quai Branly, Jacques Chirac, installé dans le pavillon historique qui abrite ses collections, dégageait une tranquillité qui contrastait fortement avec la tension ressentie par Gustave et Caroline alors qu'ils franchissaient ses portes principales à 16h45. Raphaël avait positionné stratégiquement 4 agents de son équipe privée, 2 à l'intérieur du musée, déguisés en visiteurs, et 2 à l'extérieur, surveillant les entrées et les éventuelles voies d'évasion. « Nous avons une couverture totale, » murmura Raphaël dans le micro discret que Gustave et Caroline portaient cachés. « Le lieu est propre jusqu'à présent, aucun signe des observateurs habituels ou de toute activité suspecte. » Caroline ajusta nerveusement son sac en bandoulière, où elle transportait l'un des ordinateurs portables. Elle portait un jean, des baskets, confortables, et une chemise boutonnée bleu marine, des vêtements choisis pour faciliter les mouvements rapides si nécessaire. Gustave, de même, avait troqué ses costumes italiens pour une tenue plus décontractée. Un pantalon chino, un polo et une veste légère qui dissimulait le gilet pare-balles que Raphaël avait insisté pour qu'il porte. La section d'art contemporain était relativement vide ce mercredi. Quelques étudiants prenaient des notes sur les expositions et un groupe de touristes étrangers suivait un guide qui expliquait en anglais l'importance de l'art africain dans la formation de l'identité française. « Il reste encore 10 minutes, » observa Gustave, consultant discrètement sa montre. « Nous allons circuler naturellement, comme de simples visiteurs.
Ils s'arrêtèrent devant une installation puissante qui représentait la diaspora africaine à travers des cartes déconstruites et des photographies historiques. Caroline semblait réellement absorbée par l'œuvre, malgré la tension du moment. « Mon grand-père paternel était noir », commenta-t-elle à voix basse. « Professeur d'histoire dans l'enseignement public, c'est lui qui m'a appris l'importance de se battre pour la justice, même quand cela semble impossible. » Gustave acquiesça, réalisant comment cette révélation personnelle expliquait une partie de la détermination inébranlable de Caroline. Un homme d'âge mûr s'approcha lentement, s'arrêtant pour observer la même installation. Taille moyenne, physique mince mais athlétique, cheveux gris coupés courts, lunettes à monture discrète et une posture qui suggérait des années d'entraînement formel dans une institution disciplinée. Il était vêtu d'une simplicité étudiée, pantalon gris, chemise blanche sous un pull fin et chaussures bien entretenues. « C'est impressionnant comme certaines cartes déforment la réalité, n'est-ce pas ?» commenta l'homme, sans les regarder directement. « Selon qui les dessine, des continents entiers peuvent paraître plus petits ou plus grands qu'ils ne le sont réellement. » C'était le mot de passe. Raphaël avait suggéré que le contact mystérieux utiliserait une référence à des cartes ou des distorsions lors de la première approche. « La perspective dépend toujours de l'endroit d'où l'on observe, » répondit Gustave, avec le contre-mot de passe convenu. L'homme se tourna finalement pour les regarder, les évaluant rapidement avec des yeux expérimentés. « Je m'appelle Daniel Barré », se présenta-t-il. « J'aimerais vous montrer une pièce spécifique de l'exposition, quelque chose qui, je crois, vous intéressera particulièrement. » Il les conduisit vers une zone moins fréquentée de la galerie, où une installation multimédia projetait des images sur des surfaces irrégulières, créant un environnement immersif et privé, parfait pour une conversation discrète. « Vous avez été prudent, mais pas assez, » dit Daniel à voix basse. « L'appartement du quartier latin était un bon choix, mais vous êtes parti seulement 20 minutes avant que je n'arrive à votre étage. Les amateurs feraient des erreurs, vous n'en avez pas fait, ce qui en dit long sur le sérieux de l'opération. »« Qui êtes-vous » demanda Gustave directement. « Et que savez-vous de Rodrigue Ménard ?» Daniel observa Caroline avec attention avant de répondre. « Je suis agent de la police judiciaire, division des crimes financiers. Nous enquêtons sur Antoine Cédric Paché et son réseau depuis près de 2 ans. Rodrigue Ménard nous a contactés une semaine avant sa disparition, se proposant de collaborer. » Caroline pâlit, agrippant instinctivement le bras de Gustave pour s'équilibrer. « Il est vivant ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le visage de Daniel resta impassible, mais ses yeux montrèrent un éclair de compassion. « Nous n'avons pas de confirmation. Nous avons perdu le contact avant de pouvoir établir un canal sécurisé. Il devait nous remettre des documents cruciaux, mais il n'est jamais apparu au point de rendez-vous. Depuis, nous essayons de reconstituer ce qu'il a découvert. »« Pourquoi devrions-nous vous croire ?» demanda Gustave. « Comment savoir que vous ne travaillez pas pour Antoine Cédric ?» Daniel sortit discrètement de sa poche un insigne officiel de la police judiciaire et une carte avec un code QR. « Vous pouvez vérifier mon identité via ce code. Il mène à un portail sécurisé de la police judiciaire où ma photo et mes accréditations sont disponibles pour confirmation. Et si je travaillais pour Antoine Cédric, vous auriez déjà été neutralisé dans l'appartement, ne pensez-vous pas ?» La logique était indéniable. Raphaël, qui surveillait la conversation via le microphone, caché, envoya un message sur le téléphone portable de Gustave, confirmant qu'il avait vérifié les accréditations et qu'elles semblaient authentiques. « Nous devons parler dans un endroit plus sûr, » continua Daniel. « Notre temps ici est limité et les murs ont des oreilles, même dans les musées. »« Nous avons un lieu alternatif, » informa Gustave, « mais nous avons besoin de garanties. »« La seule garantie que je puisse offrir est l'information, » répondit Daniel pragmatiquement. « Je sais pour le compte luxembourgeois ouvert à votre nom à votre insu. Je sais pour les 6 sociétés écrans liées à Investissement Saint-Germain. Je sais pour la Fondation Nouvelle Aurore et son rôle dans le stratagème. Et je sais que Marc Aurel Fontana ne représente pas des investisseurs suisses, mais un consortium international intéressé par des appels d'offres d'infrastructures.
La précision des informations impressionna Gustave. C'étaient exactement les points qu'ils avaient découverts ces derniers jours. « Et ce que vous ne savez pas ?» demanda Caroline astucieusement. Un bref sourire illumina le visage habituellement impassible de Daniel. « La bonne question, nous ne savons pas qui, au gouvernement, protège l'opération. Nous n'avons pas suffisamment de preuves concrètes pour une action en justice. Et, surtout, nous ne savons pas ce que Rodrigue a trouvé qui était si important au point de le faire disparaître. » Après un bref échange de regards avec Caroline, Gustave prit sa décision. « Nous avons un endroit sûr dans le quartier latin. Raphaël, mon chef de la sécurité, coordonnera nos déplacements. Daniel acquiesça. J'ai ma propre voiture. Je suivrai les procédures anti-filature et nous nous retrouverons là-bas dans 90 minutes. » Ils se séparèrent comme convenu. Dans la voiture, en route vers le deuxième appartement de contingence que Raphaël avait préparé, Caroline restait silencieuse, absorbant la révélation sur le contact de son cousin avec la police judiciaire. « Il a essayé de faire ce qu'il fallait, » dit Gustave, gentiment. « Cela confirme son caractère ?»« Oui, » répondit-elle d'une voix lointaine, « mais cela confirme aussi qu'il a vraiment découvert quelque chose d'important. » Quelque chose pour lequel quelqu'un serait prêt à... Elle ne termina pas la phrase, mais la pensée flotta lourdement entre eux. Le nouvel appartement se trouvait dans un vieil immeuble du quartier latin, dans le centre de Paris. Moins luxueux que celui de Passy, mais tout aussi fonctionnel et avec l'avantage d'avoir de multiples voies d'accès et d'évasion. Raphaël avait déjà installé des équipements de sécurité et de communication de base. Daniel arriva ponctuellement, après avoir suivi un itinéraire élaboré pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. Il apportait avec lui une mallette et son propre ordinateur portable. « Impressionnant dispositif de sécurité » commenta-t-il, après que Raphaël eut effectué un balayage électronique sur lui et ses équipements. Je n'en attendais pas moins d'un ancien des forces spéciales. Raphaël haussa légèrement les sourcils, surpris que son passé militaire soit connu. « Nous faisons nos devoirs » expliqua Daniel. « Lorsque nous avons réalisé que Gustave Beaumont avait annulé la signature du contrat et lancé une enquête parallèle, nous avons cartographié toutes ses ressources potentielles. Vous, monsieur Mercier, avez un historique respectable. Les formalités initiales étant terminées, ils s'assirent dans la pièce improvisée en centre de commande. Daniel ouvrit son ordinateur portable et projeta une présentation sur le mur blanc. « Ce que vous avez découvert ces derniers jours n'est que la pointe de l'iceberg, » commença-t-il. « L'opération d'Antoine Cédric fait partie d'un stratagème plus vaste que nous appelons en interne opération Fondation. Il implique des appels d'offres frauduleux pour de grands travaux publics dans au moins 5 départements français, du blanchiment d'argent via des ONG et des fondations apparemment légitimes, et un réseau international de sociétés offshore pour cacher l'argent. » Pendant que Daniel détaillait l'enquête de la police judiciaire, Gustave réalisait que la trahison d'Antoine Cédric allait bien au-delà du personnel. C'était une trahison envers le pays entier, un stratagème qui détournait des ressources qui auraient dû bénéficier à la population. « Pourquoi ne les ont-ils pas encore arrêtés ?» demanda Raphaël, pragmatiquement. « 2 raisons, répondit Daniel. Premièrement, nous avons besoin de preuves irréfutables qui soutiennent un processus judiciaire complet. Deuxièmement, et plus important encore, nous soupçonnons une protection politique au plus haut niveau. Si nous agissons prématurément, nous risquons de voir l'affaire classée ou démantelée par des interférences externes. »« Comment sommes-nous entrés dans cette histoire ?» demanda Gustave. « La fusion avec mon entreprise de construction semble un détail mineur par rapport à tout ce stratagème. » Daniel projeta une diapositive montrant Entreprise Horizon au centre d'une toile de connexion. Au contraire, votre entreprise est un élément clé de la prochaine phase du plan. Entreprise Horizon a une réputation irréprochable, un historique de travaux livrés dans les délais, des certifications internationales de qualité et, surtout, la crédibilité pour participer à des appels d'offres de plusieurs milliards sans éveiller les soupçons. Après la fusion, Antoine Cédric utiliserait votre structure pour étendre exponentiellement le stratagème.
en participant à des appels d'offres pour des travaux d'infrastructure liés aux grands événements sportifs prévus pour les prochaines années. Et je serai le bouc émissaire parfait, conclut Gustave avec amertume. Si quelque chose tournait mal, toutes les preuves me désigneraient. Exactement, confirma Daniel. Le compte au Luxembourg ne serait que le début. Nous avons déjà trouvé des documents préparés avec votre signature falsifiée, qui vous lieraient directement à des décisions frauduleuses qui n'ont même pas encore été prises. C'est un plan méticuleux. Caroline, qui avait analysé silencieusement les données présentées, interrompit. « Et qu'attend la police judiciaire de nous, exactement ?» Daniel ferma son ordinateur portable et les regarda avec sérieux. « Nous devons recueillir suffisamment de preuves pour une opération coordonnée qui neutralisera tout le réseau simultanément. Pour cela, nous avons besoin de quelqu'un ayant un accès interne qui puisse documenter légalement les activités sans éveiller les soupçons. »« Vous voulez que je sois un informateur ?» demanda Gustave incrédule. « Je veux que vous soyez un collaborateur officiel de la justice, corrigea Daniel. Avec une protection légale et des garanties. Nous ne vous demandons rien d'illégal ou de vous mettre en danger inutilement. Juste de garder les yeux et les oreilles ouverts et de nous aider à documenter correctement ce que nous savons déjà qu'il se passe. »« Et Rodrigue ?» insista Caroline. « Comment cela nous aide-t-il à découvrir ce qui lui est arrivé ?» Daniel hésita pour la première fois depuis le début de la conversation. « Nous avons des raisons de croire que l'information que Rodrigue a découverte est liée à un serveur spécifique au siège d'investissement Saint-Germain. Un système isolé, sans connexion Internet, qui contient les enregistrements des opérations les plus sensibles. Si nous parvenons à y accéder, nous pourrons peut-être trouver non seulement les preuves définitives du stratagème, mais aussi des indices sur le sort de votre cousin. » Un silence pesant s'installa dans la pièce, tandis que chacun évaluait les implications de cette proposition. Gustave fut le premier à parler. « Même si j'accepte de collaborer, comment retournerai-je dans le cercle de confiance d'Antoine Cédric après avoir refusé de signer le contrat? Il doit déjà être méfiant. »« C'est là l'occasion parfaite, » expliqua Daniel. « Nos sources indiquent qu'Antoine est désespéré de sauver l'accord avec vous. Le stratagème dépend de cette fusion pour avancer. Il est prêt à faire des concessions, à renégocier les termes, tout pour vous ramener à la table. »« Alors je ferai semblant de reconsidérer ?» demanda Gustave, pensif. « Exactement. Vous exprimeriez des préoccupations légitimes sur certains aspects du contrat, exigeriez plus de transparence sur certains points, mais signaleriez votre intérêt à poursuivre les négociations. Cela vous donnerait un accès renouvelé aux opérations internes et ouvrirait la voie à l'identification des preuves définitives. » Raphaël, qui avait analysé le plan avec un sang-froid professionnel, intervint. « C'est risqué. Si Antoine se méfie un instant, Gustave sera vulnérable. »« Tout informateur prend des risques, » admit Daniel. « Mais nous aurons des équipes de surveillance et d'intervention rapide disponibles 24 heures sur 24. De plus, la méfiance d'Antoine elle-même peut être utilisée à notre avantage. Les personnes paranoïaques commettent des erreurs. Caroline, qui était restée pensive pendant la discussion, se manifesta finalement. Je vois une autre possibilité, et si, au lieu de simplement recueillir des preuves, nous plantions des preuves, qui forcerait Antoine à révéler l'intégralité du stratagème? »« Quel genre de preuves ?» demanda Daniel intrigué. « Quelque chose qui le ferait croire qu'il est trahi par ses propres partenaires. Des personnes comme Antoine Cédric, habituées à manipuler et à trahir, sont pathologiquement méfiantes. Si nous créons l'impression que Marc Aurèle négocie secrètement avec des concurrents, par exemple, Antoine pourrait prendre des mesures désespérées qui exposeraient tout le stratagème. » Gustave regarda Caroline avec admiration. C'était une stratégie audacieuse, mais potentiellement brillante. « Un cheval de Troie psychologique ?» commenta Raphaël, impressionné. « Créer la paranoïa pour provoquer des réactions qui seraient normalement contenues. Cela pourrait fonctionner. » Daniel considéra la proposition quelques instants. C'est risqué et légalement compliqué. La police judiciaire ne peut pas officiellement approuver la fabrication de preuves, même à des fins d'enquête.
Nous n'avons pas besoin de fabriquer quoi que ce soit de faux, argumenta Caroline. Juste de présenter des informations vraies de manière stratégique. Par exemple, nous savons que Marc Aurèle entretient des contacts avec des investisseurs du Moyen-Orient. Et si Gustave, innocemment, mentionnait à Antoine qu'il a été approché par des représentants de ces mêmes investisseurs avec une proposition qui excluait investissement, Saint-Germain, un lent sourire se forma sur le visage généralement impassible de Daniel. Cela ne serait techniquement pas planter de fausses preuves, juste catalyser des réactions en utilisant des informations vraies. Cela pourrait fonctionner. Pendant qu'ils discutaient des détails de ce nouveau plan hybride, le téléphone portable de Gustave vibra. C'était un message d'un de ses directeurs de confiance chez Entreprise Horizon. Antoine Cédric a donné une interview au magazine Affaires ce matin. L'article vient de sortir en ligne. Vous devez voir ça maintenant. Gustave accéda rapidement au site du magazine sur sa tablette. La manchette le frappa comme un coup de poing. Exclusif. Le PDG d'entreprise Horizon, impliqué dans un stratagème de fraude, révèle un entrepreneur. Il a pris les devants, murmura Gustave, passant la tablette pour que les autres voient. Il essaie de me discréditer publiquement avant que je ne puisse l'exposer. L'article contenait des révélations d'Antoine Cédric sur de prétendues pratiques frauduleuses de Gustave, y compris des pots de vin à des inspecteurs, l'utilisation de matériaux de qualité inférieure dans des travaux publics et une évasion fiscale systématique. Tout était complètement fabriqué, mais présenté avec une richesse de faux détails qui donnaient un vernis de crédibilité aux accusations. « Cela change tout », déclara Daniel après avoir lu l'article. « Il brûle les ponts, éliminant toute possibilité de réconciliation. Il ne s'agit plus de le ramener à la table des négociations. » « C'est une déclaration de guerre », compléta Raphaël. Et le premier coup a déjà été tiré. Caroline, qui lisait et relisait l'article, avec une expression d'indignation croissante, se leva brusquement. « Nous devons réagir immédiatement. Chaque minute que cet article circule sans réponse est une minute où la réputation de Gustave est détruite. Mais nous devons être stratégiques, avertit Daniel. Une réponse impulsive peut compromettre toute l'enquête. Gustave, étonnamment calme face à l'attaque publique, prit une décision. Je donnerai une conférence de presse demain matin, non pas pour attaquer Antoine, mais pour annoncer un audit complet et transparent d'Entreprise Horizon, invitant les organismes de régulation et la presse à suivre le processus. Nous montrerons que nous n'avons rien à cacher. Intelligent, approuva Daniel. Cela démontre confiance et intégrité, tout en mettant une pression indirecte sur Antoine. Nous avons besoin de plus, insista Caroline. Ce n'est que défensif. Nous avons aussi besoin d'un mouvement offensif. D'accord, dit Gustave, avec une détermination renouvelée dans le regard. Et j'ai exactement ce qu'il nous faut. Il se dirigea vers son sac à dos et en retira une clé USB qu'il gardait toujours sur lui. Ici se trouvent des copies de toutes les correspondances, contrats et négociations avec Antoine Cédric au cours des 2 dernières années, y compris des propositions préliminaires de fusion qui contiennent des incohérences avec ce qu'il affirme publiquement maintenant. Ce ne sont pas des preuves du stratagème plus vaste, mais elles sont suffisantes pour remettre en question sa crédibilité en tant que source. Cela pourrait fonctionner, confirma Raphaël, surtout si nous les diffusons stratégiquement à des journalistes spécifiques que nous savons méticuleux quant à la vérification des faits. Pendant que le groupe élaborait sa contre-stratégie, Gustave ne put s'empêcher de réfléchir à l'ironie de la situation. Toute sa carrière avait été construite sur la discrétion, les négociations en coulisses et l'aversion aux confrontations publiques. Maintenant, il était sur le point de s'engager dans la bataille médiatique la plus exposée de sa vie, contre l'homme qu'il avait un jour considéré comme son plus grand mentor et ami. Ce qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir cependant, c'est que l'article diffamatoire ne serait que le premier d'une série d'attaques coordonnées qui mettraient à l'épreuve non seulement leur capacité de réaction, mais l'intégrité même de leurs convictions et de leurs valeurs les plus fondamentales. La salle de conférence de l'Hôtel Renaissance, rue de la Paix, était bondée de journalistes, photographes et caméramens. Ponctuellement à 9 heures du matin, Gustave Beaumont apparut sur la petite estrade,
accompagné de sa directrice juridique, maître Louise Prévost, et de son directeur financier, Édouard Martin. Raphaël coordonnait discrètement la sécurité de l'événement, tandis que Caroline observait tout depuis une salle adjacente, via des moniteurs. Gustave, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine, maintenait une posture droite et un visage serein, comme s'il n'avait rien à se reprocher. Contrairement aux attentes des médias qui prévoyaient une conférence de presse tendue et défensive, il souriait avec une tranquillité authentique en s'approchant du microphone. « Bonjour à tous », commença-t-il d'une voix ferme. « Je remercie la presse de sa présence en ce moment important. Hier soir, vous avez tous probablement lu des accusations graves portées par M. Antoine-Cédric Pachet contre moi et contre Entreprise Horizon. Des accusations qui, je dois le dire avec une clarté absolue, sont complètement fausses et infondées. » Un murmure parcourut la salle. Les journalistes s'attendaient à un démenti, mais pas à un démenti aussi direct et confiant. Au lieu de répondre par des accusations réciproques ou d'entrer dans une bataille de versions, j'ai décidé de prendre un chemin différent, continua Gustave. À partir d'aujourd'hui, Entreprise Horizon entame un processus inédit d'audit entièrement transparent. Tous nos livres comptables, contrats, appels d'offres et processus internes des 5 dernières années seront ouverts à une analyse indépendante. Il fit une pause stratégique, observant l'intérêt croissant sur les visages devant lui. Nous invitons formellement le ministère public, la police judiciaire, la Cour des comptes et les principales sociétés d'audit du pays à participer à ce processus. De plus, nous créons un portail en ligne où les journalistes accrédités pourront suivre en temps réel le déroulement de l'audit. Nous n'avons absolument rien à cacher. Les caméras crépitaient continuellement, capturant l'expression de confiance sereine sur le visage de l'entrepreneur. En coulisses, Caroline observait avec admiration la maîtrise avec laquelle Gustave gérait la situation. Quant aux accusations spécifiques portées par M. Pachet, poursuivit-il, nous vous avons distribué à tous un dossier contenant des documents qui contredisent directement chacune d'elles avec des preuves, des dates et des signatures qui peuvent être facilement vérifiées. Nous avons également inclus la chronologie complète des négociations pour la fusion entre nos entreprises, qui a été suspendue lorsque j'ai identifié des irrégularités comptables chez Investissement Saint-Germain. La mention d'irrégularité dans l'entreprise d'Antoine Cédric provoqua une nouvelle agitation parmi les journalistes. Gustave avait renversé la situation, se transformant d'accusé en accusateur potentiel. Je n'entrerai pas dans les détails de ces irrégularités maintenant, précisa-t-il d'un ton mesuré, car il serait irresponsable de porter des accusations publiques sans le processus légal approprié. Les informations ont été transmises aux organismes compétents qui enquêteront conformément aux procédures adéquates. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Les 2 heures suivantes furent consacrées à d'intenses interrogations de la part des journalistes présents. Avec calme et précision, Gustave répondit à chaque question, toujours étayée, par des documents et des faits que son équipe avait méticuleusement préparés pendant la nuit. Il n'attaqua pas Antoine Cédric directement, mais présenta des incohérences évidentes dans les accusations de son ex-mentor, laissant les journalistes tirer leurs propres conclusions. À la fin de la conférence de presse, le consensus parmi les professionnels de la presse était clair. Gustave Beaumont ne ressemblait pas à un homme coupable essayant de se défendre, mais à un entrepreneur transparent réagissant avec dignité à des accusations infondées. En coulisses, il se réunit rapidement avec Caroline, Raphaël et Daniel, qui avaient tout suivi discrètement. « Parfait », approuva Daniel. « Vous avez donné le ton exactement comme nous l'avions prévu. Maintenant, Antoine Cédric est dans une position difficile. S'il recule, il semble avoir menti. S'il insiste sur les accusations, il devra présenter des preuves qu'il ne possède pas. Le prochain mouvement sera le sien, commenta Raphaël, et les personnes acculées ont tendance à commettre des erreurs. Nous avons déjà les premières répercussions en ligne, informa Caroline, montrant sa tablette. 3 des plus grands portails d'information remettent déjà en question la crédibilité des accusations d'Antoine, citant des incohérences dans les documents que nous avons fournis.
Gustave s'accorda un bref moment de satisfaction. Mais il savait que la bataille ne faisait que commencer. La contre-attaque d'Antoine Cédric viendrait certainement, et elle serait encore plus féroce. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. En début d'après-midi, le service de presse d'investissement Saint-Germain publia un communiqué annonçant qu'Antoine Cédric ferait une déclaration à 17 heures, avec de nouvelles preuves irréfutables contre Gustave Beaumont. Il bluffe, estima Caroline, alors qu'il surveillait les nouvelles dans l'appartement du quartier latin. Il ne peut pas avoir de preuves réelles de quelque chose qui n'est jamais arrivé. Ne sous-estimez pas la capacité de fabrication de preuves, avertit Daniel. Les documents peuvent être falsifiés, les témoignages achetés, les contextes déformés. « Et que faisons-nous maintenant » demanda Gustave. « Nous attendons, » répondit Daniel. « Mais pas passivement. En ce moment même, la police judiciaire est en train d'obtenir une autorisation judiciaire pour surveiller les communications d'Antoine Cédric et de ses principaux associés. S'il coordonne la fabrication de fausses preuves, nous pourrons le prendre sur le fait. » Les heures suivantes furent empreintes d'une attente tendue. À 17 heures précises, Antoine Cédric apparut sur les écrans de télévision dans son propre bureau, entouré de conseillers et d'avocats. Son visage était grave, sa posture rigide, celle de quelqu'un qui se sentait acculé mais déterminé à contre-attaquer. « Mesdames et messieurs, commença-t-il d'une voix contrôlée, je regrette profondément de devoir revenir en public pour traiter de cette affaire délicate. En tant que mentor et ami de longue date de Gustave Beaumont, je me sens particulièrement trahi par ses récentes actions. » Antoine Cédric présenta ensuite une série de prétendues preuves. Des emails apparemment envoyés par Gustave, discutant de pots de vin à des inspecteurs, des enregistrements audio fortement édités, des témoignages d'anciens employés mécontents et une analyse financière qui suggérait des incohérences dans les bilans d'entreprise Horizon. « Tout est fabriqué, » affirma Gustave, observant la transmission avec une indignation croissante. « Ces signatures ne sont pas les miennes. Les emails ont été manipulés. Je n'ai jamais eu ces conversations. »« Nous le savons, » rassura Daniel, « et nous pouvons le prouver. Nos techniciens analysent déjà les preuves présentées. Métadonnées, empreintes numériques, incohérences temporelles, les falsifications laissent toujours des traces. Mais les dommages à ma réputation sont déjà faits, » déplora Gustave. « Beaucoup de gens croiront ces accusations, du moins au début. »« C'est exactement ce qu'il veut, » observa Caroline. « Créer suffisamment de doutes dans l'opinion publique pour que, lorsque nos révélations sur son stratagème éclateront, elles ne semblent être que des représailles. » À peine avait-elle fini de parler que le téléphone portable de Raphaël sonna. C'était l'un de ses agents postés près de la résidence d'Antoine Cédric. « Monsieur, nous avons un mouvement inhabituel. 3 hommes à l'allure d'agents de sécurité privés viennent d'arriver. Ils retirent des documents et des équipements électroniques. Cela ressemble à une opération de nettoyage. » Raphaël mit le téléphone sur haut-parleur pour que tous entendent. « Pouvez-vous identifier ce qu'ils emportent ?» demanda-t-il. « Principalement des ordinateurs et des dossiers. L'un d'eux porte ce qui semble être un petit serveur ou une grande unité de stockage externe. » Daniel activa immédiatement son propre communicateur. Il essaie d'éliminer des preuves. « Je vais alerter l'équipe de permanence. Pour l'interception. »« Cela n'a pas de sens, » interrompit Gustave. « Pourquoi Antoine risquerait-il une opération de suppression de preuves aussi évidente juste au moment où il est sous le feu des critiques publiques, à moins que... » Caroline laissa la phrase en suspens, une idée se formant rapidement. À moins que la déclaration publique ne soit qu'une distraction. Et si le véritable objectif était autre? Tous se tournèrent vers elle, intrigués. « Réfléchissez bien, » continua-t-elle, avec une excitation croissante. « Il vient de porter des accusations publiques très graves contre Gustave. Il sait que nous allons les contester techniquement et prouver qu'elles sont fausses. Pourquoi s'exposerait-il ainsi? » « Pour gagner du temps, » conclut Raphaël, comprenant immédiatement. « La conférence de presse n'est pas l'événement principal, c'est un écran de fumée. »« Exactement. » Caroline tapait frénétiquement sur son ordinateur portable. « Je vérifie les agendas d'entreprises d'investissement Saint-Germain auxquels j'ai pu accéder ici. »
Ce soir, 20 heures, réunion extraordinaire du Conseil avec des représentants internationaux, lieu, siège de la Fondation Nouvelle Aurore. L'ONG qui sert de façade au stratagème, compléta Gustave. Ils accélèrent une opération, déduisit Daniel, probablement un transfert d'actifs, une restructuration d'entreprise, quelque chose pour protéger ce qu'ils peuvent avant que l'enquête n'avance. Et le serveur qui est retiré de la maison d'Antoine ? Demanda Gustave. Il doit contenir des preuves cruciales, répondit Caroline. C'est peut-être le même système isolé que Rodrigue a tenté d'accéder avant de disparaître. Une urgence s'empara du groupe. S'ils avaient raison, cette nuit pourrait déterminer le succès ou l'échec de toute l'opération. Daniel se coordonna rapidement avec ses équipes de la police judiciaire. 2 agents furent désignés pour suivre discrètement le véhicule transportant les équipements de la maison d'Antoine Cédric. Simultanément, une équipe de surveillance fut positionnée près du siège de la Fondation Nouvelle Aurore pour surveiller l'arrivée des participants à la réunion extraordinaire. « Nous avons besoin d'accéder à cette réunion, déclara Gustave. C'est notre chance d'obtenir des preuves directes. »« Impossible, répondit Daniel. La sécurité sera maximale et vous êtes la dernière personne qu'il laisserait approcher. Je peux entrer, proposa Caroline, surprenant tout le monde. La Fondation gère un petit café au rez-de-chaussée de l'immeuble, ouvert au public. J'y ai travaillé pendant 2 semaines dans le cadre de mon enquête, avant d'obtenir le poste psy au rooftop Vendôme. Je connais la structure interne, les routines de sécurité et, le plus important, j'ai un contact avec l'une des cuisinières, Madame Zélie, qui me doit une faveur. « C'est trop risqué, protesta Gustave, visiblement inquiet. « Pas plus risqué que tout ce que nous avons déjà fait, rétorqua-t-elle avec détermination. De plus, je n'ai pas l'intention d'entrer directement dans la salle de réunion. Le système de ventilation du bâtiment a été mal conçu. Depuis l'office, il est possible d'accéder à un conduit qui passe directement au-dessus de la salle principale, où je peux installer un dispositif d'écoute. » Raphaël et Daniel échangèrent des regards évaluatifs. La proposition était audacieuse, mais techniquement réalisable. « Si nous décidons de poursuivre, nous devons nous préparer méticuleusement, » dit Raphaël. « Équipement, itinéraire d'évasion, communication sécurisée, soutien externe. Et nous avons besoin d'une autorisation judiciaire pour l'écoute, ajouta Daniel, ce que je peux obtenir en urgence, compte tenu de l'historique de l'affaire et des preuves déjà accumulées. » Les heures suivantes furent consacrées à une préparation intense. Pendant que Daniel obtenait les autorisations légales, Raphaël préparait l'équipement technique et coordonnait le positionnement stratégique de son équipe de sécurité autour de la fondation. Caroline étudiait en détail les plans du bâtiment, mémorisant les itinéraires d'accès et d'évasion. Gustave, quant à lui, se préparait à un rôle crucial. Il serait le centre de l'attention publique, détournant tous les regards de l'opération réelle. Une interview exclusive en direct pour l'une des principales émissions d'information de la télévision française était prévue à 20 heures, exactement à la même heure que la mystérieuse réunion à la Fondation. À 19h30, Caroline était déjà positionnée au café de la Fondation Nouvelle Aurore. Vêtue de l'uniforme discret de serveuse, les cheveux attachés sous une charlotte, et un maquillage subtil qui altérait légèrement ses traits faciaux. Grâce à un micro-communicateur caché dans son oreille, elle maintenait le contact avec Raphaël, qui coordonnait l'opération depuis un véhicule stationné à 2 pâtés de maison. Mouvement intense à l'entrée arrière, informa-t-elle discrètement, tout en nettoyant une table près de la fenêtre. Marc Aurel vient d'arriver, accompagné de 2 hommes qui semblent être étrangers. Accent arabe, peut-être. « Confirmé, répondit Raphaël. Nos caméras ont identifié Mohamed Al-Fahim et Youssef Karim, représentants d'un fonds d'investissement d'Abu Dhabi, des individus puissants avec des connexions politiques dans les Émirats. » Caroline continua de signaler les arrivées en attendant le bon moment pour accéder au conduit de ventilation. Elle devait attendre que Madame Zélie, la cuisinière qui avait promis de l'aider, donne le signal convenu. À 19h55, un discret clignotement de lumière dans la cuisine indiqua que le chemin était libre.
Avec un naturel étudié, Caroline se dirigea vers la zone de service où Madame Zélie l'attendait avec une expression tendue. « Seulement 5 minutes, ma petite, » avertit la dame aux cheveux gris. « Le superviseur revient de sa ronde à 8 heures précises. »« C'est suffisant, » assura Caroline, retirant déjà la grille du conduit de ventilation habilement desserrée par la cuisinière quelques heures auparavant. Avec une agilité surprenante, elle se hissa à l'intérieur de l'étroit conduit métallique, emportant avec elle un petit sac contenant le dispositif d'écoute développé par les techniciens de la police judiciaire. L'appareil, de la taille d'un paquet de cigarettes, non seulement enregistrerait l'audio de la réunion, mais le transmettrait en temps réel à l'équipe externe. Se traînant silencieusement dans le conduit poussiéreux, Caroline suivait les instructions mémorisées du plan structurel du bâtiment. À gauche, au deuxième croisement, puis tout droit sur 12 mètres, jusqu'à la jonction en T qui se trouvait exactement au-dessus de la salle de réunion principale. Arrivée au point désigné, elle installa soigneusement le dispositif, orientant le microphone directionnel vers la grille de ventilation qui donnait sur la salle en contrebas. Immédiatement, des voix commencèrent à être captées. « Test audio positif », confirma Raphaël par le communicateur. « Nous recevons le signal clairement. Antoine Cédric parle en ce moment. » Caroline s'accorda un bref moment de satisfaction. La partie la plus difficile avait été menée à bien. Il fallait maintenant se retirer par le même chemin, aussi discrètement qu'elle était entrée. Cependant, en amorçant le retour, un bruit métallique au-dessus de sa tête la figea. Quelqu'un d'autre était dans les conduits. « Nous avons de la compagnie, » murmura-t-elle dans le communicateur, bougeant à peine les lèvres. « Je ne sais pas qui, mais je ne suis pas seul ici. »« Restez absolument immobile, » ordonna Raphaël, la tension évidente dans sa voix. « Je vais vérifier les caméras externes, voir si nous détectons une infiltration non autorisée. » Caroline obéit, respirant superficiellement pour minimiser tout son. Le bruit au-dessus d'elle continua quelques instants avant de s'éloigner progressivement dans la direction opposée. Qui que ce fût, il semblait se diriger vers une autre partie du bâtiment. « Voie libre, apparemment, » murmura-t-elle, après quelques minutes de silence absolu. Reprise de l'extraction. Pendant ce temps, dans la salle de réunion en contrebas, une conversation révélatrice se déroulait. Grâce à l'audio transmis, Daniel et son équipe entendaient Antoine Cédric expliquer à ses associés la nécessité d'accélérer certaines opérations. La fusion avec Entreprise Horizon est compromise, admettait-il, avec une frustration évidente. Gustave Beaumont a d'une manière ou d'une autre découvert des parties du plan et résiste. Nous devons mettre en œuvre le plan de contingence immédiatement. Les contrats sont-ils déjà préparés? Lui demanda une voix avec un accent arabe, probablement Mohamed Al-Fahim. Tout est prêt, répondit Antoine. Les filiales au Luxembourg et à Singapour ont déjà été activées. Les principaux actifs d'investissement Saint-Germain seront transférés dans les 48 prochaines heures, ne laissant qu'un squelette corporatif en France. Et le problème Beaumont questionna une autre voix, que Raphaël identifia comme appartenant à Marc Aurèle. « Il est neutralisé, » assura Antoine. « La campagne de diffamation a déjà commencé. D'ici la fin de la semaine, sa crédibilité sera détruite. Personne ne croira ses accusations, s'il ose en faire. »« Si. »« Et les documents sensibles ?» insista Marc Aurèle. « Le serveur que vous gardiez à votre résidence ?»« En transit en ce moment vers un lieu sûr, » informa Antoine. « Ensuite, il sera transféré vers notre centre de données à Malte, hors de la juridiction française. Toutes les traces seront éliminées. » La conversation continua, détaillant minutieusement le plan de démantèlement de l'opération française et le transfert des actifs à l'étranger. C'était l'épreuve définitive que la police judiciaire cherchait tant, des confessions explicites de fraude, d'évasion fiscale et de diverses autres irrégularités, toutes enregistrées avec autorisation judiciaire. Caroline, cependant, luttait toujours pour sortir du système de ventilation. Le retour s'avérait plus difficile que l'entrée, surtout en raison de la nécessité de maintenir un silence absolu.
Quand elle arriva finalement au point de sortie dans la cuisine, elle trouva Madame Zélie visiblement nerveuse. « Le superviseur est revenu plus tôt, » murmura la cuisinière. « Il est en train d'inspecter la zone de stockage, juste là. Nous devons attendre. » Les minutes s'étirèrent. Dans la salle de réunion, la discussion avait atteint un sujet particulièrement sensible. « Et cet avocat fouineur qui a failli tout exposer ?» demanda Mohamed. « Comment s'appelait-il déjà ?»« Rodrigue quelque chose. » Le cœur de Caroline s'emballa en entendant le nom de son cousin. « Rodrigue Ménard » confirma Antoine avec froideur. « Ce problème a été définitivement résolu. Il est indisponible, disons, et le restera indéfiniment. » La révélation frappa Caroline comme un coup de poing. C'était la confirmation de ce qu'elle craignait le plus. Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage, mais elle garda son sang-froid professionnel, consciente de l'importance cruciale de la mission. « Caroline, vous devez sortir de là maintenant, » pressa Raphaël par le communicateur. « Nous avons détecté un mouvement suspect dans le périmètre. L'équipe de sécurité semble être en alerte. » Madame Zélie, sentant la tension croissante, prit une décision courageuse. Elle se dirigea délibérément vers le superviseur, entamant une discussion animée sur les horaires de travail qui créa suffisamment de distraction pour que Caroline puisse se glisser hors du conduit et se mêler à nouveau aux employés du café. Avec un naturel étudié, elle continua à servir des tables pendant 25 minutes supplémentaires avant de terminer son service et de quitter le bâtiment par l'entrée de service, semblant n'être qu'une employée de plus rentrant chez elle après une journée de travail normale. 2 pâtés de maison plus loin, une voiture discrète l'attendait. Raphaël ouvrit la porte, et elle y entra rapidement. « Nous avons tout obtenu » annonça Daniel, qui attendait sur la banquette arrière. Confessions explicites, nom, date, montant, connexions internationales, c'est suffisant pour une opération coordonnée. « Et le serveur » demanda Caroline, toujours bouleversée par la révélation concernant son cousin. « Nous devons l'intercepter. Il pourrait contenir des informations sur Rodrigue. »« C'est déjà en cours » assura Daniel. L'équipe qui a suivi le véhicule de la maison d'Antoine Cédric a confirmé que la destination est un hangar, privé à l'aéroport du Bourget. Apparemment, il prévoit d'envoyer l'équipement hors du pays ce soir même. Nous sommes en train d'obtenir une autorisation judiciaire pour l'interception. Pendant ce temps, dans un studio de télévision à La Défense, Gustave Beaumont terminait son interview en direct. Avec éloquence et transparence, il avait répondu à toutes les questions difficiles, réfuté les accusations d'Antoine Cédric avec des preuves solides et maintenu la dignité d'un entrepreneur injustement accusé. En quittant le studio, il reçut un appel de Raphaël. « Mission accomplie », informa son chef de la sécurité. « Nous avons tout ce dont nous avons des besoins. La police judiciaire prépare l'opération pour demain à l'aube. »« Et Caroline ?» demanda Gustave, ne parvenant pas à dissimuler son inquiétude. « Elle est en sécurité, mais bouleversée. Nous avons confirmé que Rodrigue a été écarté définitivement. Antoine Cédric l'a admis indirectement pendant la réunion. » Gustave ressentit une vague de compassion pour Caroline. Malgré la victoire imminente, il savait que rien ne comblerait le vide laissé par la perte de son cousin. Le lendemain matin, à 6 heures, des agents de la police judiciaire, avec le soutien de la Direction générale des finances publiques, DGFiP, et du ministère public, lancèrent simultanément des opérations dans plusieurs localités. Antoine Cédric fut arrêté dans son manoir de Neuilly-sur-Seine. Marc Aurel dans l'hôtel de luxe où il séjournait. Les directeurs, avocats et opérateurs financiers du stratagème furent également surpris. Le serveur saisi à l'aéroport se révéla être une mine d'informations, des registres détaillés de toutes les opérations frauduleuses des 5 dernières années, y compris les bénéficiaires, les montants, les dates et les méthodes. Parmi les fichiers furent également trouvées des preuves concernant le sort de Rodrigue Ménard. Le jeune avocat avait été contraint de quitter le pays sous la menace, maintenu sous surveillance constante dans un petit village au Luxembourg, empêché de communiquer avec sa famille ou ses amis. Une semaine après le déclenchement de l'opération, que la presse baptisa « Opération Fondation »,
Gustave reçut Caroline dans son bureau chez Entreprise Horizon. L'entreprise était sortie de la crise avec une réputation renforcée grâce à la transparence et à l'intégrité démontrée tout au long du processus. Les agents d'Interpol ont retrouvé Rodrigue, annonça-t-il, dès que Caroline entra. Il est ramené en France. Apparemment, il était maintenu dans des conditions précaires, mais il est vivant et relativement bien. Le visage de Caroline s'illumina d'un mélange de soulagement, de joie et d'incrédulité. « C'est sérieux? Il est vraiment vivant ?» Confirmé officiellement il y a 1 heure, assura Gustave. « Daniel vient de me l'informer. Vous pourrez le revoir dans 2 jours, quand il arrivera à Paris. » Caroline ne put retenir ses larmes. Après des mois d'angoisse, la perspective de revoir le cousin qu'elle considérait comme un frère semblait presque irréelle. « Merci, dit-elle, quand elle retrouva enfin sa voix, d'avoir cru en moi dès le début, d'avoir tout risqué, de ne pas avoir abandonné même quand cela semblait impossible. C'est moi qui vous remercie, répondit Gustave avec sincérité. Sans votre mot cette nuit-là, j'aurais signé ce contrat et je serais probablement inculpé comme complice ou bouc émissaire. Un silence confortable s'établit entre eux. Ils avaient partagé des dangers, des révélations, des moments de quasi-défaite et, finalement, la victoire. Une connexion forgée dans des circonstances extraordinaires, basée sur une confiance mutuelle et une détermination partagée. « Et maintenant ?» demanda Caroline, après quelques instants. « Retour à la routine normale de PDG d'une des plus grandes entreprises de construction du pays ?» Gustave sourit, pensif. « L'expérience m'a transformé. J'ai réalisé que l'entreprise a besoin de mécanismes internes plus robustes pour garantir que les valeurs éthiques soient réellement pratiquées, pas seulement proclamées. Je crée un département d'intégrité et de conformité, avec autonomie et ressources pour enquêter sur toute suspicion d'irrégularité, peu importe qui est impliqué. Un département qui aura sans doute besoin d'un leadership fort, commenta Caroline. Quelqu'un avec de l'expérience en investigation, des connaissances comptables et surtout le courage moral d'affronter les pressions. Exactement, confirma Gustave. En fait, je pensais à quelqu'un de votre profil pour diriger ce secteur. Quelqu'un qui a prouvé être capable de sacrifier le confort et la sécurité personnelle au nom de la vérité et de la justice. Caroline le regarda, surprise par la proposition inattendue. « Vous me proposez un emploi ? Je propose un partenariat, corrigea-t-il. Une chance de transformer l'expérience douloureuse que nous avons vécue en quelque chose de constructif, qui puisse empêcher d'autres personnes de vivre la même chose. Un espace où votre courage et votre intelligence pourront faire une réelle différence. » La proposition était tentante. Après des mois passés à travailler comme serveuse, à enquêter dans l'ombre, à risquer sa vie quotidiennement, la perspective d'utiliser ses compétences dans un environnement structuré, avec un objectif clair et des ressources adéquates, était attrayante. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir, répondit-elle honnêtement. Je veux revoir Rodrigue d'abord, comprendre comment il va, ce dont il aura besoin de ma part. Bien sûr, accepta Gustave. La proposition reste ouverte, sans pression. Dans les semaines qui suivirent, alors que l'opération Fondation se déroulait en de nouvelles phases, révélant des ramifications qui touchaient des politiciens influents et de grands entrepreneurs, Gustave et Caroline maintinrent un contact régulier. Les retrouvailles émouvantes de Caroline avec Rodrigue, fragilisée, mais déterminée à reconstruire sa vie, avaient encore renforcé son lien avec Gustave, qui offrit tout le soutien nécessaire à la guérison du jeune avocat. 2 mois après le déclenchement de l'opération, Caroline accepta finalement la proposition. Le département d'intégrité et de conformité d'entreprise Horizon devint rapidement une référence sur le marché, mettant en œuvre des pratiques innovantes de transparence d'entreprise et de contrôle éthique. La relation entre Caroline et Gustave évolua naturellement, passant d'alliés dans une crise à partenaires dans la reconstruction. L'admiration mutuelle, le respect profond et la confiance absolue forgée dans les moments les plus difficiles se transformèrent en quelque chose de plus profond et durable. Pas un conte de fées instantané,
mais une connexion authentique construite sur des valeurs partagées et des expériences intenses. Dans le nouveau siège d'Entreprises Horizon, inauguré un an après les événements qui avaient failli détruire l'entreprise, un discret mémorial fut érigé dans le hall principal. Une simple plaque portait seulement une phrase. Parfois, le plus grand acte de courage est un petit geste silencieux. Seuls Gustave, Caroline et quelques autres connaissaient le vrai sens de ces mots. Un hommage aux mots qui, une nuit ordinaire sur un plateau de serveuse, avaient changé le destin de tous. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Gustave et Caroline a touché vos cœurs. Pour poursuivre ce voyage d'émotion et de découverte, nous avons préparé une playlist spéciale avec des récits tout aussi captivants. Retrouvez-la ici en cliquant sur votre gauche. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre j'aime sur la vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous vous attendons dans les commentaires.